Il a fait pleurer des gens, par colère, par haine. C'est pas un roman d'amour. Certains l'ont détesté. Dangereux, révoltant, répugnant, utile. Et à notre époque, où de plus en plus de femmes disent « Ah, mais c'est trop dur de trouver un homme bien. Ah, mais les hommes sont tous des Et les hommes dire « Ah, les femmes sont tous des Mais ils font vraiment tous ça. Quiconque vous dit que c'est la plus belle histoire d'amour de toute l'histoire de la littérature se met le doigt dans l'œil jusqu'au nombril. À chaque fois, il y a un chaton qui meurt dans le monde quelque part. Il m'a fait rire. C'est une critique acerbe, assassine de la bureaucratie. Les génies savent que le génie c'est de la ténacité, les crétins croient que c'est un don. Tout le monde prend cher. Le setup est prêt. Salut vous! Café, même à 21h. Faudra que je me soigne un jour. Toujours avec ma tasse la plus rentabilisée de toute l'histoire des tasses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai adoré, alors qu'il en a choqué plus d'un. Un gros bébé. Déjà, c'est un parpaing. Musculation, tout ça. C'est un livre puissant. C'est un livre qui laisse pas indifférent pour bien des raisons. Certains l'ont détesté. Ils disaient qu'elle le trouvait dangereux, révoltant, répugnant. Je suis allée faire des petites recherches sur YouTube, sur Google, sur Babelio, pour aller voir ce qu'en disaient les gens. Après l'avoir terminé, je voulais pas me laisser influencer. Et j'ai vu des réactions très partagées, ou très opposées plutôt. J'ai vu une femme qui a fait une vidéo sur YouTube que j'ai trouvée passionnante, qui disait qu'elle le trouvait dangereux et que jamais de sa vie avant ce livre, elle n'avait regretté d'avoir lu un livre. Celui-là. Sachant que moi je l'ai adoré. Et d'ailleurs les raisons qu'elle donnait, je les comprenais parfaitement. On va rentrer dans le détail après. J'ai vu que ce livre était au pire dangereux, au mieux mal écrit, pas agréable et qu'il ne méritait surtout pas son statut de monument de la littérature francophone. Parce que je précise, Albert Cohen est suisse. Premièrement, je dirais que beaucoup de personnes ont pu être déçues par ce livre parce qu'elles l'ont accueilli comme un roman d'amour. Je sais pas qui vous a dit que c'était la plus belle histoire d'amour de toute l'histoire de la littérature, mais même l'auteur Albert Cohen a dit que ce n'était pas un roman d'amour. Certes, il y a une histoire d'amour dedans, mais elle est ridicule, elle est dramatique, elle est tragique. C'est pas un roman d'amour. Moi, c'est un roman qui m'a fait mourir de rire. Et c'est peut-être parce que j'ai accueilli ce bébé dans ma vie comme un roman qui allait me faire rire et non pas comme une histoire d'amour que j'attendais impatiemment que j'ai pas réagi négativement. Peut-être que c'est ça. Il a fait pleurer des gens par colère, par haine. Moi, il m'a fait rire. Et je vais vous dire pourquoi. Là, tout ce que vous voyez là, ce sont des passages qui m'ont fait mourir de rire. Mais vraiment, encore aujourd'hui, je me dis, il faut que je les apprenne par cœur parce que j'ai trouvé ça hilarant. Je trouve que c'est un roman utile parce que c'est un roman qui dépeint avec beaucoup de ridicule, qui tourne beaucoup en dérision les passions humaines. Et ça permet peut-être d'être plus réaliste que passionné. Ça permet de ne pas se faire avoir. Je dirais que c'est un anti-manuel de la passion humaine. Ça permet de savoir comment il ne faut pas agir. Ça tourne en ridicule l'être humain, avec beaucoup d'humour, je trouve. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas révoltée. Je répète, ce n'est pas une histoire d'amour, ok? C'est une histoire sur une histoire d'amour, sur le fait que c'est un livre dangereux. Je vais expliquer pourquoi, de mon point de vue, j'estime que non, pas du tout. Bien au contraire, je le recommande. Je le recommande pour mieux éclairer ces relations humaines et notamment les relations hommes-femmes en société, surtout en 2025. Ensuite, livre d'amour, non, non, non et non. Quiconque vous dit que c'est un livre avec la plus belle histoire d'amour de toute l'histoire de la littérature se met le doigt dans l'œil jusqu'au nombril. Donc vous retenez bien ça. En ouvrant ce livre, si jamais vous vous décidez à le commencer, ne vous attendez pas à une histoire d'amour. Sinon, vous allez être déçus. Vous allez être dégoûtés même. Et enfin, concernant le fait que c'est soi-disant un monument de la littérature, j'avoue que je suis toujours très mal à l'aise avec le fait qu'une intelligentsia, qu'une certaine élite intellectuelle catégorise certains livres comme étant des monuments. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument les aimer, il faudrait absolument les avoir compris, maîtrisés, lus très jeunes, relus peut-être. Je trouve que c'est du snobisme intellectuel. Ça m'a toujours éloignée de la littérature. C'est-à-dire que plus jeune, quand je pouvais entendre ou comprendre que Victor Hugo, Balzac, c'était des monuments de la littérature, qu'il fallait absolument les lire, moi ça me repoussait.
poussait. Peut-être parce que ça m'intimidait d'abord. Et ensuite, quand j'ai eu un bagage littéraire, intellectuel un peu plus important, ça me rebutait parce que j'avais l'impression qu'on m'imposait un goût littéraire. Et laissez-moi libre de détester ou d'aimer une œuvre. Il est hors de question que quiconque, même après avoir fait 10 doctorats de littérature moderne ou ancienne ou peu importe, m'impose une façon d'interpréter et d'accueillir un ouvrage dans ma vie et dans mes goûts. Parenthèse fermée sur le snobisme intellectuel que je combats tous les jours de ma vie. Pour en revenir à ce monument de la littérature francophone, je précise que l'auteur, Albert Cohen, est un personnage particulier, certes, et je vous laisse creuser si ça vous intéresse. Je vous recommande notamment un podcast France Inter de Claude Lanzmann, qui était un ami d'Albert Cohen, qui décrit le personnage assez bien. Et on voit certaines lubies d'un intellectuel qui accueille ses invités en robe de chambre, qui a des manières un peu particulières. Bref, un artiste quoi. Quoi qu'il en soit, Albert Cohen a utilisé des mots que je trouve très justes pour qualifier ce livre. Il dit qu'il a eu la méchanceté du regard et la bonté du cœur. Et je trouve que c'est vrai parce qu'il maltraite ses personnages. Que ce soit les hommes ou les femmes, je trouve que tout le monde prend cher. J'ai vu passer des critiques qui s'insurgeaient du fait que les femmes prennent cher, les femmes sont considérées comme superficielles, comme aimant la beauté, la notoriété des hommes, les muscles, qu'elles sont manipulatrices. Oui, enfin, les hommes prennent quand même cher. Je vais peut-être vous résumer le livre. Personnage principal, Ariane, la fameuse Belle. Très belle femme, issue de la noblesse, d'une certaine bourgeoisie de Genève, ça se passe en Suisse, et qui est mariée à Adrien Deume. Adrien, c'est un petit fonctionnaire plein d'ambition, mais feignant. C'est-à-dire qu'en tant que fonctionnaire de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, je le rappelle, il veut grimper les échelons, il veut passer de membre de catégorie B à membre de catégorie A et avoir de plus en plus de responsabilités et surtout voir son traitement, salaire des fonctionnaires, augmenter. Mais il veut rien faire. Il est feignant, d'accord? Le concept de travailler, c'est pas son métier. C'était Coluche qui avait dit dans un sketch où le travail, c'est pas mon métier. J'aime beaucoup cette phrase. Adrien, la façon dont il veut grimper les échelons de la fonction publique, c'est en cirant les bonnes pompes. C'est en organisant les dîners, en invitant les bonnes personnes, en réfléchissant à qui est ami avec qui il faut inviter, qu'il ne faut pas inviter, avec qui il faut être en bon terme, il faut être dans les bonnes grâces de quel haut fonctionnaire d'État, machin. Toute sa vie, toutes ses pensées tournent autour de ça et de sa femme. Il est profondément amoureux parce qu'il réalise qu'il est avec une très belle femme. En fait, il réalise en rentrant du travail, par exemple, que, oh, mariage, quelle bénédiction, parce qu'il a le droit de toucher la poitrine de sa femme, il a le droit de poser ses mains sur ce corps magnifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'enorgueillit d'avoir le droit, par le mariage, de toucher à Ariane. Ouais, super. Mais quelque part, c'est aussi parce qu'elle fait bien en société. Accrochée à son bras pour grimper les échelons, ça passe bien. Et dans les échelons hiérarchiques supérieurs d'Adrien, il y a le sous-secrétaire général de la Société des Nations, qui est Solal. C'est un beau jeune homme juif qui est arrivé à ce poste à coup de stratagème. Il a été malin et il l'assume et il le sait. Et d'ailleurs, il parle de son poste comme étant de la sous-bouffonnerie générale. Quand il rentre de son travail de sous-bouffon général, voilà, il en parle en ces termes réellement et il ne fait pas grand cas des fonctions qui sont les siennes. Eh bien, ce supérieur d'Adrien va être l'amant d'Ariane et va naître entre eux une folle passion entre deux beaux personnages. Ce sont des personnages sublimes physiquement, ils sont très beaux tous les deux, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais attention, ne vous méprenez pas. Je vous ai dit, c'est pas un roman d'amour, d'accord? C'est même pas que ça va mal se passer. Je ne veux pas vous spoiler tout de suite le roman. Quoi qu'il en soit, leur histoire d'amour, le déroulement de leur passion éperdue, il est ridicule. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un roman d'amour. Et pour moi, ce livre aborde 3 sujets que j'ai trouvés géniaux. Il aborde le ridicule du monde du travail et de la bureaucratie. Malheureusement, dans les critiques que j'ai vues passer sur ce roman, beaucoup passent le début en fait sur les conditions de travail d'Adrien Deume, ce petit fonctionnaire avec l'ambition ridicule,
alors que j'ai trouvé ces pages hilarantes. Du haut de mon expérience dans la fonction publique, j'avoue que moi, ça a fait un écho retentissant. J'ai trouvé ça d'une drôlerie monstrueuse. J'ai eu l'impression d'être plongée dans les bureaux de la fonction publique. Albert Cohen se permet ici une critique acerbe, assassine de la bureaucratie qui m'a régalée. Autre sujet du livre, le ridicule de l'ambition professionnelle à travers le personnage d'Adrien qui veut grimper les échelons mais il en fout pas une. Et d'ailleurs les pages où il accueille les dossiers du jour, qu'il analyse en diagonale et qui décide finalement de reporter au lendemain et au surlendemain et il procrastine tous les jours qui passent en regardant une mouche voler, en regardant si sa cravate est bien alignée, en regardant s'il n'a pas un petit morceau de sucre dans son tiroir, et puis il croque dedans, et puis ensuite il se dit bon quand même il faudrait s'occuper de ce dossier urgent du Cameroun, parce que bon là-bas il y a une maladie qui sévit, et après à coup de réflexion raciste, il envoie balader le dossier dans un tiroir qu'il appelle la léproserie, c'est-à-dire que c'est le tiroir dans lequel se trouvent les dossiers qu'il ne sortira que les jours de grand courage. Il n'y en a pas beaucoup. Quoique, attendez, il y a le tiroir qui est le purgatoire, le tiroir des dossiers qu'il sortira les jours de grand courage, et la léproserie, c'est le tiroir dans lequel il met les dossiers perdus à jamais et qu'il ne touchera plus jamais de sa vie et pour lesquels il n'y a pas de risque qu'on lui demande quoi que ce soit. Bref, moi j'ai trouvé ça très drôle. Donc, l'ambition professionnelle tournée en ridicule. Et enfin, troisième sujet principal du livre, le ridicule d'une histoire d'amour tragique, la passion, J'ai trouvé que c'était très éclairant sur les difficultés de compréhension entre hommes et femmes, ou la façon dont on considère différemment l'amour entre hommes et femmes. Et à notre époque, où l'individualisme est grimpant et où j'entends de plus en plus de femmes dire « Ah, mais c'est trop dur de trouver un homme bien, ah, mais les hommes sont tous des et les hommes dire « Ah, les femmes sont tous des Bref, incompréhension grandissante, marchandisation des relations par les plateformes, là, comment ça s'appelle, les sites de rencontres. Bref, à la lumière de cette époque, je trouve que le livre est extrêmement intéressant. En fait, il apporte une clé de compréhension, il apporte un décryptage dans le langage homme-femme où les deux parlent un langage différent. J'ai jamais lu ce livre, mais il y a un livre qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Saturne ou un truc comme ça. Je l'ai jamais lu, mais je trouve que le titre est très éloquent parce que j'ai toujours considéré les relations hommes-femmes de cette façon. Peut-être que ça m'a prémunie de bien des choses. Bon, j'ai fait mes gaffes en amour aussi, mais j'ai jamais été vraiment romantique. J'ai jamais idéalisé les passions hommes-femmes. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce livre m'a plu. Si vous vous attendez à du romantisme dans ce roman ou dans les relations hommes-femmes, peut-être qu'il y a des chances que vous soyez déçus. Alors que si vous ne vous attendez pas à ça, vous attendez d'autres choses. Du respect, de l'admiration, du soutien. Dans ce cas, il y a moyen de trouver ça et le romantisme peut venir après. Moi, j'essaye de m'éduquer au romantisme dans mon couple. Pas facile, mais j'estime que ça vient après. Parenthèse personnelle fermée, je reviens à nos moutons. Je trouve que ce livre est un mode d'emploi parfait pour connaître les travers humains dans lesquels il ne faut pas tomber, surtout en amour. D'ailleurs, c'est un livre que je conseille à toutes les femmes qui ont tendance à idéaliser les relations de couple, à toutes ces femmes qui sont déçues en amour parce qu'elles voient que côté homme, la plupart du temps, majoritairement, ça ne cherche que du charnel. En fait, plutôt que de subir des illusions sur des illusions et d'en venir à la conclusion hâtive que les hommes sont tous les mêmes et que finalement c'est tous des lisez ce livre pour comprendre qu'on ne voit juste pas les choses de la même façon. Peut-être que je suis très caricaturale, mais je préfère considérer que par exception, ce livre est une incitation à ne pas idéaliser le couple. En fait, c'est un manuel de l'antipassion qui te fait redescendre sur terre. Je vous l'ai dit, je suis pas très romantique. Je suis d'accord avec le fait que c'est un livre choquant sur le fond et sur la forme. Je vais expliquer pourquoi. Mais c'est un livre que je trouve réaliste sur les relations hommes-femmes. Certains vont peut-être s'insurger, je comprends. Moi, je trouve qu'il permet de redescendre sur terre quand on idéalise trop l'amour. Et ça peut être utile pour ne pas se faire baratiner en tant que femme quand on va dater des mecs, quand on rencontre sur des sites de rencontres. C'est mon point de vue. J'ai tellement aimé le livre que j'ai pris des notes au fur et à mesure. J'ai ouvert une note dans mon téléphone
téléphone en notant les numéros de page. Souvent, j'ai noté des choses très drôles. Je vais vous en donner quelques-unes en essayant de ne pas vous spoiler, de ne pas vous divulgacher le roman si jamais d'aventure vous auriez envie de le lire malgré tout ce que je vous ai dit. C'est un livre qui peut paraître choquant sur le fond parce qu'il montre comment les hommes peuvent désirer les femmes tout en les dénigrant. Moi, je trouve ça d'un réalisme extrême. Certains hommes, sans accorder aucun crédit, aucune once d'intelligence à la femme, peuvent quand même la désirer. Ce sont de petites choses fragiles et débiles, coupables en plus d'être séduites par la beauté, par les muscles, donc elles sont superficielles. Fragiles, débiles, superficielles. Et en plus, elles ont le malheur de vieillir, c'est-à-dire qu'à 30 ans passés, oulala, ces mamelles gorgées de lait qui tombent, vraiment ce sont ces termes qui sont utilisés. Donc que les femmes vieillissent, mais quelle horreur, quelle erreur! Et ne me dites pas qu'aucun homme ne pense de cette façon. Les exemples sont nombreux. Je pense à DiCaprio notamment. Après 20 ans, c'est expiré. Choquant sur le fond encore parce qu'il y a un sujet, notamment à la fin du livre, qui arrive et qui pour le coup ne laisse personne indifférent, c'est celui des violences conjugales. Pour les avoir vécues, j'ai eu l'impression de revivre des scènes que j'ai traversées dans la vraie vie. Des moments où j'ai été rabaissée, où je me suis laissée violenter physiquement, moralement, et où je croyais que la passion amoureuse allait permettre de passer cette épreuve et qu'elle ne se reproduise plus. Je peux comprendre que ce soit des pages très difficiles à lire pour certains. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs que j'aurais dû ne pas avoir. Personne ne doit avoir à vivre ça. Malgré tout, j'ai trouvé ça très réaliste. C'est pour ça que j'ai aimé ce livre. Voilà, je vous le dis. Le sujet des violences conjugales dans un amour passionnel m'a marqué et ça m'a pas fait détester le livre pour autant. J'ai bien aimé aussi ce réalisme caricatural sur comment est dépeint l'homme, personnage principal. Le protagoniste Solal est un homme logique qui analyse froidement les relations humaines, les femmes, comment on agit en société, alors que la femme, elle est émotive, elle est sensible. C'est très cliché, mais pour moi, encore une fois, c'est un livre qui tourne au ridicule les passions humaines, donc ça m'a pas dérangé. Autre aspect choquant sur le fond, peut-être, c'est le fait qu'au fur et à mesure de l'histoire d'amour entre Solal et Ariane, on sent, au travers de petites phrases, la montée de l'antisémitisme. Le livre a été écrit dans les années 30, même s'il a été publié après la guerre, je crois. Et en fait, sous une très belle plume d'Albert Cohen, à travers des petites réflexions que j'ai trouvées très drôles, avec un humour noir, eh bien, on s'aperçoit de comment l'antisémitisme imprègne de plus en plus la société. Donc le gars au bistrot qui sort des banalités et qui dit de toute façon les juifs ils sont partout et c'est de leur faute que le pain augmente et derrière les banques et ben c'est à cause de l'inflation. Et c'est vraiment très intéressant. Et à travers ça, Solal qui à un moment est tellement en manque de relations humaines parce qu'il a été viré de son boulot, il ose pas le dire à Ariane, eh bien il va s'immiscer dans ce genre de conversation en acquiesçant et en tapant du poing contre les juifs alors qu'il est juif. C'est un livre qui peut être choquant sur le fond, sur le sujet de la séduction, sur le sujet des inégalités sociales. Je vais vous lire quelques petits extraits pour que vous ayez un aperçu. Ensuite, sur la forme, c'est un livre qui peut être déroutant, notamment par l'écrit. Le parler écrit, donc si vous contractez, vous en faites un mot, eh bien Albert Cohen, dans certains chapitres entiers, pendant des dizaines de pages, fait parler les personnages dans leur tête, sans aucune ponctuation. Vous pouvez avoir des pages et des pages sans aucun point, où s'entremêlent des sujets comme si on était dans la tête, dans l'intimité, dans le psychique du personnage en question. Certains passages peuvent paraître peut-être un peu longs. Moi, j'ai trouvé ça très divertissant. Il y a certains passages où c'est Ariane dont on entend les pensées, d'autres passages où c'est Mariette, la femme de chambre d'Ariane, la bonne à tout faire, et par la façon dont elle pense et dont elle s'exprime dans sa tête, on ressent sa condition sociale, on ressent ses réflexions qui sont à la fois simples d'esprit, naïves, mais aussi très profondes et parfois tellement supérieures à tout ce que Ariane met en œuvre dans son amour pour séduire Solal, pour être toujours belle, tirée à quatre épingles, pour qu'il n'entende pas quand elle va aux toilettes ou quand elle se mouche ou quand elle veut éternuer, elle change de pièce, elle essaye d'arrêter de respirer pour ne pas être avilie par ce bruit qui
pourtant est naturel. Et Mariette, avec une simplicité folle, a dit mais moi, avec mon mari, on faisait pas tous ces trucs et pourtant c'était du vrai amour. Et j'ai trouvé ça touchant. Et ce par l'écrit, c'est un procédé de monologue intérieur qu'utilise Albert Cohen et qui permet de retranscrire le niveau de langage du personnage, ses défauts de langage. Ça crée un réalisme et une intimité avec le personnage que j'ai adoré. On est dans la sincérité, parfois même la plus vulgaire du personnage. Et même quand le personnage pense au sexe, je pense notamment à Ariane qui parle beaucoup de sexe dans sa tête, elle est issue d'une famille noble. Donc même dans son cerveau, elle n'arrive pas à s'affranchir des règles sociales. Certains mots, elle ne les utilise pas et pourtant on comprend clairement de quoi elle parle et c'est très cru. Et j'ai trouvé que ses réflexions sur les relations charnelles étaient à la fois naïves et très puissantes, très sincères, très premières, primitives. Bon, je vous donne des extraits qui m'ont particulièrement plu. Je vais pas vous donner tous les extraits où il y a des post-it, d'accord? Ça c'est pour moi. Je vous ai dit que les 100 premières pages étaient souvent passées à la trappe et que la plupart des gens, quand vous allez chercher des critiques de Belle du Seigneur, se concentrent sur l'histoire d'amour entre Ariane et Solal. C'est vrai que c'est 80% du roman, mais moi les 50 premières pages, et notamment celles sur la bureaucratie et Adrien Dôme, je les ai trouvées hilarantes. Et je vais vous en donner des extraits. Adrien arrive au bureau. Aussitôt entré, son premier regard fut, comme toujours, pour la caissette des entrées, sous-entendu les entrées de dossiers. Nom de Dieu, 4 nouveaux dossiers, 16 en tout avec les 12 d'hier. Je vous ai dit, il en prend le païen, donc il y a les 12 d'hier. Charmante réception pour quelqu'un qui revenait de congé maladie. Oui, d'accord, arrêt maladie de complaisance. Mais enfin, mon chef n'en savait rien. Il croyait que j'étais vraiment malade. Quel manque d'humanité, salaud. Après avoir ôté ses gants de pécari, il s'assit et examina aussitôt les 4 nouveaux venus, l'un après l'autre. Si le travail subséquent sur un dossier lui était douloureux, la première prise de contact lui en était agréable. Il aimait à en suivre les péripéties, à déceler sous les formules courtoises des ironies, des aigreurs, des hostilités, ou même plaisir raffiné à deviner et déguster ce qu'il appelait des crasses entre collègues, sous-entendu qui se passent les dossiers et chacun met des annotations. Bref, l'arrivée de nouveaux dossiers, aussitôt feuilletés avec avidité, lui apportait un peu d'air du dehors, était un événement piquant, une distraction, une diversion et en quelque sorte la visite de touristes de passage à un solitaire cafardeux en son île déserte. La lecture du 4e dossier terminée, il s'offrit le plaisir de mettre en marge devant une faute grammaticale d'un membre A au-dessus de lui, un point d'exclamation anonyme et vengeur. Il referma le dossier, soupira. Fini le plaisir. Au travail, s'empara d'un dossier sans en regarder le titre, l'ouvrit. Pas de veine, c'était le Syrie. Un dossier antipathique. Barrage mental pour le moment. À reprendre tout à l'heure. Il le referma, se leva et alla faire un brin de causette chez Kanakis, un collègue, avec qui il échangea de prudentes médisances sur Pei, le chinois récemment promu. De retour quelques minutes plus tard, il rouvrit le Syrie, se frotta les mains, prit une provision d'air. Allons, au travail. Il salua la solennelle décision en déclamant les vers de Lamartine. Au travail, sainte loi du monde, ton mystère va s'accomplir. Pour rendre la glèbe féconde, de sueur il faut l'anoblir. C'est d'une ironie folle. Luther, se préparant au combat, il retroussa ses manches, se pencha sur le Syrie, le referma. Non, décidément, il n'avait pas d'atome crochu avec ce dossier. À revoir ultérieurement, lorsqu'on serait dans l'état d'esprit adéquat. Il le fourra dans le dernier tiroir de droite, qu'il appelait le purgatoire ou encore la léproserie, réceptacle des dossiers écœurants dont il ne s'occupait que les jours de courage. Au suivant de ces messieurs, au petit bonheur, pas de préférence. Au hasard, le second dossier pris au hasard se trouvait être le numéro 600 machin. Correspondance avec l'association des femmes juives de Palestine, déjà feuilletée la veille. Toujours à se plaindre de la puissance mandataire, celle-là. Il y avait tout de même une différence entre une association de Youpin et le gouvernement de Sa Majesté britannique. Les faire attendre un mois ou deux, ça leur apprendrait. Ou même ne pas leur répondre du tout. Aucun danger. Allez hop, au cimetière. Il lança le maigre dossier dans le dernier tiroir de gauche, réservé aux travaux qui pouvaient être oubliés à jamais et sans risque. Il s'étira en gémissant, sourit à la montre bracelet achetée le mois dernier mais toujours nouvelle à son cœur. Il l'examina à l'envers, à l'endroit, en frotta le verre, l'aima d'être parfaitement étanche, etc. Il passe sa journée à ne faire que des trucs comme ça. Il ouvrit un autre dossier. Zut, encore l'accusé Cameroun. Increvable cet accusé. Il en avait marre d'accuser réception de ce mémoire du gouvernement français sur des histoires de trypanosomiase au Cameroun. Il s'en foutait bien des bicots du Cameroun et de leur maladie du sommeil. Et pourtant, c'était urgent.
cet accusé. Il s'agissait d'un gouvernement. Faudrait le concocter aujourd'hui, ce dossier, sans faute. Il y avait des semaines qu'il traînait. C'était la faute à VV, son chef, qui le lui avait retourné un tas de fois pour correction. Et chaque fois, il avait fallu tout refaire. La dernière fois à cause des « en ce qui concerne ». Depuis que le chef du cabinet du secrétaire général avait dit à Van Bryce qu'il n'aimait pas les « en ce qui concerne », VV faisait la chasse au « en ce qui concerne ». Mentalité d'esclave. Qu'est-ce qu'il voulait cette fois? Il lut la note de son chef sur la feuille minute. Monsieur Dum, veuillez modifier le dernier paragraphe de votre projet. Il contient 4 fois le mot « de ». De quoi aurions-nous l'air vis-à-vis du gouvernement français? Il relut son dernier paragraphe. J'ai l'honneur de vous en remercier très sincèrement et de vous prier, monsieur le ministre, d'agréer les assurances de ma haute considération. 4 fois 2. Oui, évidemment, reconnut-il. Salaud de bico du Cameroun. Qu'ils crèvent tous de leur maladie du sommeil et qu'on n'en parle plus. Donc le gars, parce qu'il a la flemme de bosser, il est raciste. Il se leva, sortit, se dirigea vers le havre des toilettes, petit passe-temps légitime. Il alla d'un pas guerrier. Puis, comme la veille, il entra dans un des patenôtres, ascenseur sans porte, en mouvement perpétuel de descente et de montée. Précieuse ressource pour les fonctionnaires qui s'ennuyaient. Arrivé au 5e étage, il sortit et prit l'ascenseur de descente. Au rez-de-chaussée, il sortit d'un air affairé et s'en fut prendre l'ascenseur de montée. Je vous passe le reste, mais il passe des pages et des pages à faire tout autre chose. Il n'a aucune considération pour son travail et pourtant il est très ambitieux. Il va passer son temps à élaborer des stratégies pour savoir à qui bien parler, avec qui être en bon terme, pour grimper dans les échelons. Et d'ailleurs, il va y arriver. Mardi aujourd'hui, jour lugubre, jour sans espoir. Encore 3 jours et demi à tirer. Moi, je trouve ça drôle. À un moment, il va prendre une pause avec des collègues tout aussi feignants que lui. Et après les bavardages sur l'un qui veut acheter une nouvelle voiture, l'autre qui veut aller en vacances à tel endroit, Adrien interrompt en disant « Messieurs, je vous quitte. Le devoir avant tout. J'ai un gros boulot qui m'attend. » De retour dans son bureau, il considéra ses ongles et il repense à ses collègues. Un incapable comme Castro, il ricana en se rappelant un projet de lettre que cet ignorant avait commencé par un « Vous n'êtes pas sans ignorer », faute de français, et terminé par un « Pallier à ses inconvénients ». Je vous rappelle qu'on ne dit pas palier à. À chaque fois que quelqu'un dit palier à, il y a un chaton qui meurt dans le monde quelque part. D'accord? On dit pallier quelque chose, pallier ce problème, pallier cette situation. Remplacer par passer outre, si vous voulez. Vous ne dites pas passer outre à, passer outre ce truc. Et on allait faire de ça un membre A avec fauteuil de cuir, bibliothèque vitrée fermant à clé et tapis d'Orient. Décidément, on aurait tout vu dans cette boîte. Donc il est jaloux de l'ascension de ses collègues qu'il estime moins méritant parce que ça a quelques formulations maladroites. Le premier chapitre dans lequel on lit les pensées d'Ariane m'a profondément marqué et fait rire. C'est un chapitre où Ariane est dans son bain en train de s'enorgueillir de sa beauté. C'est une femme belle et elle en a conscience. Elle admire ses formes, sa poitrine, ses hanches et elle veut pas sortir de son bain parce que si elle sort de son bain, elle sait qu'il faut aller accomplir le devoir conjugal avec son petit Adrien. Malgré tout, elle va y aller et la description m'a fait mourir de rire. Moi, souvent méchante, demander à Dieu un coup de main pour être épouse modèle. Oh, le regard chien quand il commence à être chien, quand il me regarde sérieux, soucieux, chien myope avec des intentions, enfin, quand il veut se servir de moi, affreux. Ce qui est drôle, c'est qu'il éternue quand ça lui vient. Quand il va faire le chien, ça ne manque jamais. Il éternue 2 fois. Atchoum, atchoum. Et alors je me dis, ça y est, c'est le chien, je ne coupe pas. Il va faire sa gymnastique sur moi et en même temps, j'ai envie de rire quand il éternue et en même temps angoisse parce que ça va venir, il va monter sur moi. Une bête dessus, une bête dessous. Mais la dernière fois, il a inauguré un système comique. Il me mordit d'abord. Ça me fait penser à un Pékinois qui joue. C'est très désagréable. Mais pourquoi est-ce que je lui dis pas de pas me mordiller? C'est pour pas l'offenser. Il ne faut pas lui dire. Comme dans l'autobus, quand je suis envoûtée, attirée par un visage affreux, alors je le regarde. Mais c'est peut-être aussi par méchanceté que je le laisse faire parce qu'il est ridicule. De quel droit cet étranger? De quel droit il me fait mal? Me fait-il mal? Surtout au début, comme un fer rouge. Oh, j'aime pas les hommes. Quelle drôle d'idée, cette imbécilité de vouloir introduire cette chose chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un qui n'en veut pas, à qui ça fait mal. C'est du joli. Les voluptés des romanciers. Est-ce qu'il y a vraiment des idiotes qui aiment cette horreur? Oh, affreux. Son canin sur moi. Comment est-ce que ça peut le captiver tellement et en même temps envie de rire quand il bouge sur moi tellement rouge, affairé, si occupé, soucieux, les sourcils froncés, puis ce canin si intéressé. Est-ce que c'est si palpitant ce va-et-vient? C'est comique et puis ça manque de dignité. Oh, il me fait mal cet imbécile et en même temps pitié de lui, pauvre studieux qui bouge tellement là-dessus, qui se donne tellement de peine et qui ne se doute pas que je le regarde, que je le juge, que je ne veux pas l'humilier en moi-même. Mais je ne peux pas m'empêcher chaque fois de dire
Didi, Adrien, pour battre la mesure, pour scander son va-et-vient, scander les mouvements du malheureux, Didi, Didi, de dessus scander les mouvements stupides, incroyables, d'arrière en avant, d'avant en arrière, si inutile. Je répète intérieurement, Didi, 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 j'ai honte, je me déteste, c'est un pauvre gentil, mais je n'y peux rien, et ça dure, lui sur moi, Ariane Dauble, on dirait un fou, un sauvage, oh comme c'est laid, pardon, je regrette, pardon, pauvre chou affreux, son hara canin, mon mariage va canin, tout ça à la faute de mon suicide raté. Et lui se doutant de rien, et moi trop pitié pour lui dire, ça dure sur moi, déshonoré, et enfin ça y est, c'est l'épilepsie, la drôle d'épilepsie du monsieur qui s'occupe des territoires sous mandat. Il pousse des cris de cannibale sur moi, parce que c'est la fin, et que ça a l'air de lui plaire beaucoup, et puis il tombe près de moi tout essoufflé. C'est fini, jusqu'à la prochaine fois. Non, pas fini d'ailleurs, parce qu'il se colle contre moi, tout collant, poisseux, il me dit des tendresses écœurantes, et c'est pire, oh j'en ai assez de tout, assez de ces histoires promotion cocktail, coup de Trafalgar, parce que Adrien lui parle tout le temps de son boulot, et pourtant touchant le pauvre pur dans sa petite boue, un peu d'eau chaude maintenant, s'il te plaît, assez merci, mais il m'agace. Et d'ailleurs dans ce chapitre, Ariane fait un parallèle avec tous les hommes en société et toutes les femmes, que je trouve très intéressant, puisqu'Adrien lui parle à longueur de journée de sa carrière et de comment séduire tel chef et comment avoir les bonnes grâces de tel haut personnage dans la hiérarchie, et bien Ariane y pense à ce moment-là, en se disant, mais ils font vraiment tout ça. Papa que je respecte tant, papa affreux sur maman, la maniant aussi comme une bête, papa poussant aussi des cris de chien, ah 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 ah, comment est-ce possible? Évidemment tous les gens, puisqu'il y a tout le temps des naissances. Monsieur et madame Turlupin ont la joie de vous faire part de la naissance de leur petite turlupette, quelle toupée d'avouer ainsi publiquement, et tout le monde trouve naturel, convenable cet avis de naissance. Oui, tous font ces horreurs, et 9 mois après, ils n'ont pas honte de l'annoncer tous, même des gens respectables, le jour habillé, et aussi ces ministres qui font des discours à la Société des Nations sur la paix mondiale. Ces ministres sont sérieux, habillés, et la nuit déshabillés, ils gigotent sur leurs pauvres femmes, mais personne ne semble se douter de cette bouffonnerie, et on les écoute sans éclater de rire, annoncer tout habillés, qu'au nom de leur gouvernement, etc., les rois aussi, et on s'incline devant comme s'ils ne gigotaient jamais, et les reines sourient, saluent comme si jamais elles ne sont gigotées, maniées. D'ailleurs, pour décrire le moment post-relation, Ariane s'exprime de cette façon. Étendu auprès d'elle et calmé, il lui disait des mots tendres, faisait de nobles commentaires. Non, c'était trop de faire l'idéaliste et le sentimental maintenant qu'il s'était servi d'elle. C'était trop de la payer en paroles poétiques et en sentiments élevés après l'avoir associée à cette bestialité. Ne pouvait-il pas cuver son lit en silence? Ne pouvait-il pas s'en aller maintenant qu'il avait eu son épilepsie? Affreux, elle était un instrument. Et c'est d'ailleurs à ce moment qu'on découvre qu'Ariane repense avec beaucoup de tendresse à une aventure qu'elle a eue avec une copine plus jeune, donc on découvre sa bisexualité, mais on ne comprend pas bien à quel âge c'était, ou alors je m'en rappelle plus très bien, mais cette femme l'a marquée, Varvara, et je trouve ça très drôle parce que quand elle est avec son mari, Adrien Deume, elle repense à cette aventure du passé avec cette femme qui l'a marquée amoureusement et avec qui elle se sentait bien, et quand elle va tromper son mari avec Solal, là pour le coup, faire les épilepsies et les gymnastiques de va-et-vient, ça va mieux se passer. Après plusieurs pages, pendant lesquelles Ariane décrit en ces termes très durs les relations qu'elle a avec son mari, on a Adrien qui se réveille le matin très fier pour aller au travail et qui repense à ces moments de la veille. Il parle de sa femme. Ça fait des égards délicats, mais elle avait savouré en silence. C'était clair, elle avait savouré. Il avait senti ça. Oui, elle avait savouré. Seulement, c'était pas une femme à faire des démonstrations. C'était une aristo, se gênant d'exprimer ses sensations. Enfin, la pudeur, quoi. D'ailleurs, elle avait dit que ça avait été très beau. Elle lui avait dit ça pour le rassurer. Venant d'elle, si réservée, c'était même assez formidable d'avoir osé dire ça. Ça prouvait qu'elle avait fortement savouré. La puritaine silencieuse. Elle crachait pas dessus, hein. Elle aimait ça avec son air de pas y toucher, de Sainte-Nitouche en gros. Elle aimait ça, mon vieux. Elle trouvait ça très beau. Eh bien, on lui en donnerait. Les passages charnels de ce livre m'ont beaucoup fait rire et il y en a d'autres encore. Et même après, entre Solal et Ariane, moi je trouve ça très drôle. Pathétique, ridicule, mais très drôle. Il y a un autre sujet qui m'a plu dans le livre, c'est la façon dont les inégalités sociales sont abordées et je trouve qu'elles sont résumées en une phrase. Qu'a-t-il fait ce roi pour tant de bonheur en sa vie? Il est né, c'est tout. Eh bien, ne suis-je pas né moi aussi? Et plus que lui, riche en joie, désespoir, sublimité du cœur et grandeur de cervelle, le fait de s'enorgueillir de sa position sociale est beaucoup tourné en ridicule dans le livre. Je trouve ces scènes très drôles et très vraies. Par exemple, lors d'un banquet, chacun estime l'importance
l'importance sociale et professionnelle des uns et des autres et ne va parler qu'avec quelqu'un qui est plus important que lui. Mais si tout le monde veut parler à quelqu'un de plus important que lui, qui parle aux gens moins importants? Et comment les moins importants font pour parler aux gens plus importants? Et la seule exception à ces jeux de concurrence sociale, c'est ça. En cette volière, le sexuel primait parfois, atténuant ou supprimant le social. C'est ainsi que dans un coin discret, un ambassadeur chauve, qui avait été pendant 40 ans le valet flatteur de ses supérieurs afin de progressivement monter et arriver à de l'importance, parlait avec empressement à une jeune interprète, idiote en 4 langues, pourvue de mamelles non encore tombantes et exposant ses grotesques fesses par le moyen d'une jupe exigée étroite. Et c'était son but de vie à cette mignonne qui riait, charmée de la provisoire puissance, car l'action du sexuel est passagère, tandis que souveraine et durable, celle du social. Ça peut paraître pathétique, mais moi je trouve ça vrai. Chacun de nous a ainsi sa petite monture sociale qu'il chevauche dès qu'il peut, sa petite couronne rédemptrice qu'il sort le plus vite possible. Cette phrase que je trouve très belle, c'est le fait qu'on se raccroche à des choses qui nous valorisent socialement, le fait d'avoir quelqu'un dans sa famille qui fait tel métier, ou le fait d'avoir fait telles études. Voilà, on s'habille de sa couronne sociale pour un peu flatter son ego et ne pas être dévalorisé aux yeux des autres. Bon, je vais pas vous lire tout le livre, je vais essayer de vous choisir encore 2-3 petits passages qui m'ont fait rire. Mais vraiment, tous ces post-it là, ce sont des passages qui m'ont fait rire. À bien y réfléchir, il y a un autre sujet que je trouve intéressant dans ce roman et qui a pu choquer les lecteurs, les lectrices. C'est la façon dont le personnage Solal critique le fait que les femmes aiment la beauté chez l'homme, sont séduites par la beauté. Il les accuse d'être superficielles. C'est drôle parce que Solal trouve Ariane très belle, il le répète à longueur de temps, il est très amoureux, profondément amoureux. Je veux dire, lui aussi. Et il revoit une femme qu'il a déjà vue plusieurs fois, mais qui vieillit, à la quarantaine passée. Et au fur et à mesure de l'approche de ce qui se passe entre eux, il est dégoûté par elle. Elle a 40 piges. Tandis que lui critique chez les femmes, écoutez, il explique que sa beauté physique lui permet de toutes les séduire, mais que cette beauté ne tient qu'à plus ou moins de longueur de viande qui fait sa taille, c'est-à-dire que s'il était plus petit, il serait moins séduisant. Des petits os au complet dans la bouche, s'il avait une ou deux dents en moins, bah tout de suite il serait moins séduisant. D'ailleurs, à un moment, il dit à Ariane, et si j'étais cul-de-jatte, je crois, ou si je n'étais plus qu'un homme tronc, est-ce que vous m'aimeriez encore? Et en plus, il l'agresse, vraiment, il insiste sur sa question, et je lis, en tout cas, les coupeurs de devant, les dents, doivent être au complet. Si de cela, il en manque 2 ou 3, ces angéliques ne peuvent goûter mes qualités morales. À propos des femmes, rieuses condamnées à mort, toutes ces femmes qui exhibent leurs mamelles autant qu'elles peuvent, les portent en avant, sottement fières de leur gourde laitière, futurs cadavres et pourtant méchants en leur court temps de vie. Solal explique comment s'y prendre pour séduire une femme. Attention, il leur reste un peu de bon sens au début, donc au début il faut pas trop les maltraiter. Le livre est hardcore, hein. Moi je kiffe. Je parlais de la différence homme-femme des relations amoureuses. Eh bien, quand Ariane n'est pas avec Solal et qu'il lui manque, elle passe son temps à refaire sa déco, acheter des robes, elle va dépenser des fortunes dans des tailleurs qu'elle veut bien découper au millimètre près. Finalement, elle va tous les jeter. On a l'impression qu'elle va se faire plumer et elle va dépenser jusqu'à son dernier rond. Et Solal, quand Ariane lui manque, quand il n'est pas avec elle, il fait quoi? Il va au pub. Je trouve que ça décrit très bien la différence homme-femme. Est-ce que Solal est ce qu'on appelle un pervers narcissique? Il y a des chances. Mais de là à dire que le livre est dangereux, moi je trouve qu'il prémunit contre les pervers narcissiques. Il permet de comprendre comment ils pensent. Il permet de voir aussi que Solal se pose en victime des femmes. Ces femmes manipulatrices qui ne sont séduites que par la beauté. Et que s'il n'y a pas de beauté, il n'y a aucune possibilité de les séduire par des qualités morales. Ariane, ouf, c'est éreintant d'être amoureuse. Tu m'étonnes, elle passe son temps à se faire belle. Ariane, attendant que son amant Solal revienne après une longue absence, elle passa un index sur le guéridon. Pas de poussière. Les Vogue et les Marie-Claire, déjà cachés à la cuisine, maintenant intellectualisés un peu, elle posa les pensées de Pascal. Je trouve qu'Albert Cohen a une très belle plume. Je trouve Albert Cohen très drôle. Je crois que ce qui console ce personnage de mourir, c'est qu'il n'aura plus à payer d'impôts. C'est évidemment à moi que ça devait arriver, cette histoire de tomber folle d'un Israélien
israélite, 5 siècles de protestantisme pour en arriver là. Ariane vient d'une famille protestante. Les génies savent que le génie c'est de la ténacité, les crétins croient que c'est un don. Ah, sur l'inutilité des hauts fonctionnaires. Il y a une réunion qui s'organise parmi les grands fonctionnaires, c'est une réunion organisée par Solal dans son rôle de sous-bouffonnerie générale, je précise sous-secrétaire général. Il les pria de s'asseoir, dit que l'ordre du jour ne comportait qu'une seule question, inscrite sur la demande du secrétaire général et formulée par Sir John lui-même, le secrétaire général de la Société des Nations, à savoir action en faveur des buts et idéaux de la Société des Nations. Aucun des directeurs ne savait en quoi devait consister cette action. Pas plus d'ailleurs que Sir John qui attendait de ses subordonnés qu'ils lui apprissent ce qu'ils voulaient. Tous néanmoins parlèrent d'abondance l'un après l'autre, la règle suprême étant de ne jamais perdre la face, de toujours paraître compétent, de se garder d'avouer qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne savait pas. Je trouve que ça illustre parfaitement le jeu politique aujourd'hui. On vasouillait donc hardiment, avec brio, sans bien savoir de quoi il s'agissait. Cependant que ses collègues, excédés par la longueur de tout exposé autre que le leur, crayonnaient de petits dessins géométriques sur leurs bloc-notes puis les perfectionnaient mélancoliquement, Van Vries, l'un des personnages, déclara pendant 10 minutes qu'il était indispensable de préparer un plan d'action non seulement systématique, mais encore concret. Benedetti intervint ensuite pour développer 2 points qu'il déclara essentiels, à savoir primo, qu'à son humble avis, il s'agissait d'adopter un programme d'action plutôt qu'un plan d'action. Parfaitement, un programme, la nuance était, croyait-il, capitale. Et secundo, que le programme d'action devait être conçu comme projet spécifique. Il ne craignait pas de le dire. Beaucoup de mots pour ne rien dire. Les autres directeurs acquiescèrent, reconnurent tous la nécessité absolue d'un projet spécifique. On aimait beaucoup les projets spécifiques au secrétariat. On ne savait pas trop ce que spécifique ajoutait à projet, mais un projet spécifique faisait plus sérieux et plus précis qu'un simple projet. En fait, personne ne savait la différence qu'il y avait entre un projet et un projet spécifique, et personne n'avait jamais songé à s'interroger sur le sens et l'utilité de ce précieux adjectif. Un projet, lorsqu'il était dit spécifique, prenait aussitôt un charme mystérieux, un prestige prometteur d'action féconde. Orlando estima que le mieux serait d'entrer en rapport avec les divers ministères de l'éducation nationale en vue de l'établissement d'un programme de conférences scolaires sur les buts et idéaux de la Société des Nations. Au chevauchement, au conflit de compétences et aux doubles emplois, le projet spécifique en question devant en outre avoir pour objectif final la création au secrétariat d'une section de promotion des buts et idéaux de la Société des Nations. J'ai dit, ses collègues approuvèrent le principe d'une nouvelle section car ils connaissaient la fringale de réorganisation qui s'emparait périodiquement du secrétaire général. Tel un enfant avec son mécano inlassablement défait et refait, adorait démonter puis remonter sa belle boîte en supprimant une section, en coupant une autre en 2 et en créant une nouvelle, quitte à revenir à l'ancienne structure quelques mois plus tard. La fonction publique, la politique aujourd'hui. On avait remué tant de vases qu'on ne savait plus où on en était et ce qui avait été décidé. Maxwell sauva la situation en proposant l'habituelle solution de paresse, à savoir la constitution d'un groupe de travail qui explorerait la situation et présenterait à une commission ad hoc un avant-projet spécifique de propositions concrètes constituant les grandes lignes d'un programme à long terme d'action systématique et coordonnée en faveur des buts et idéaux de la Société des Nations. Dépité de n'avoir pas eu cette idée et soucieux de se faire valoir, Van Vries proposa que sur la base des discussions qui venaient d'avoir lieu et des décisions qui venaient d'être prises, une note d'orientation fut préparée à l'intention du groupe de travail à constituer. Parfait, nous sommes tous d'accord, dit Solal. 3 pages à parler dans le vent. Et encore, le chapitre est pas fini, ça continue. Moi j'ai trouvé ça réaliste. Que ce soit sur le ridicule du professionnalisme bureaucratique, le ridicule des passions amoureuses, le ridicule de l'ambition sociale et professionnelle, j'ai trouvé ça extrêmement réaliste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adoré ce livre. Je le recommande. Avec prudence, encore une fois, ne vous attendez pas à une histoire d'amour. C'est tout. Ça devrait être écrit dessus. Mise en garde. Disclaimer, trigger warning. Attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à la préparer. Et encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je pense que vous l'avez compris. Bien que mon opinion soit non consensuelle, malheureusement, elle l'est souvent. Mais c'est pas un goût gratuit de la provocation. C'est que vraiment, j'ai des raisons d'aimer ce livre, comme j'ai des raisons d'aimer certains sujets non consensuels. Abonne-toi.